Aujourd'hui, nous sommes en Espagne, dans la communauté autonome d'Andalousie, précisément dans la commune de Palos de la Frontera, à 616 km de la capitale Madrid. C'est dans ce port, il y a exactement 6 siècles, que partit un escadre composé de 90 hommes, ainsi que 3 navires, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, navire amiral commandé par l'explorateur génois Christophe Colomb. Partant pour son premier voyage en quête d'une nouvelle route vers les Indes orientales, l'explorateur entamait pourtant le voyage qui sera l'élément déclencheur de la conquête espagnole de l'Amérique. Il y a exactement 532 ans, Christophe Colomb arrivait sur l'île de Guanahani, comme le démontre cette peinture du peintre John van der Leen. Guanahani, que Christophe Colomb baptisera plus tard San Salvador, Saint-Sauveur en français. Mais pourquoi Saint-Sauveur? Mes hommes se plaignaient de la longueur du voyage qui leur paraissait insupportable. J'ajoutais qu'il serait vain de protester parce que j'étais décidé à gagner les Indes avec l'aide de Dieu. Après un mois en mer, Christophe Colomb aurait voulu témoigner sa gratitude envers son Dieu qui le fit enfin arriver sur la terre de ce qu'il croyait être les Indes. À la fin du XVe siècle, les Indes ou encore les Indes orientales est le terme géographique utilisé par les Européens pour désigner le territoire d'Asie du Sud et du Sud-Est. Aujourd'hui où se trouve le Népal, le Vietnam ou encore la Thaïlande. En effet, le voyage de Christophe Colomb était destiné à trouver un nouveau moyen d'atteindre l'Asie, en longeant vers l'ouest. Mais ayant fait des mauvais calculs, il se retrouvera sur une terre qu'il pensera être les Indes, nommant ainsi ses habitants, les Indiens. En vrai, Christophe Colomb arrive sur l'île de Guanahani et son premier contact avec les autochtones est celui avec les Taínos, une ethnie qui occupait la région des Grandes Antilles, aujourd'hui Cuba, Jamaïque, Haïti et Porto Rico. Les Indiens sont émerveillés par Christophe Colomb qu'ils baptisent Guamequeña, grand seigneur de la terre et de l'eau. Christophe Colomb, quant à lui, est plutôt confus, car il s'attendait à tomber sur des Asiatiques vêtus de tuniques ou encore de vêtements européens, comme l'avait décrit dans ses écrits l'explorateur vénitien Marco Polo. Dès son plus jeune âge, Christophe Colomb a été influencé par des grands noms qui lui donneront l'envie et le goût de l'exploration. Parmi ces grands noms, on peut retrouver celui du géographe grec Claude Ptolémée ou encore Marco Polo, pour qui il vouera une affection particulière au point de vouloir devenir le Marco Polo de son époque. Selon la biographie de Christophe Colomb, tout commence en 1451 sur le territoire de la République de Gênes, en Italie, lorsque naît Cristoforo Colombo, dit Christophe Colomb. Le jeune Christophe étudie à l'université de Pavie en Lombardie, où il apprend la géométrie, la cosmographie ainsi que l'astrologie, des pratiques qui lui seront bien utiles pour la suite. En 1473, il fait ses débuts en tant que marchand au service de différentes familles génoises, dont la famille Spinola, l'une des 4 familles de noblesse les plus importantes de la République de Gênes. Et en 1476, lors d'un voyage Lisbonne-Angleterre, son convoi est attaqué par des pirates français. Oui, il existe également des pirates français à l'époque. Cette embuscade forcera Colomb à se réfugier au sud du Portugal, à Lisbonne, chez son frère Bartolomeo. Au fil des années, il décidera de s'y installer définitivement et épousera Filipa Muniz, une femme issue d'une petite noblesse portugaise. Petit fait intéressant, Filipa Muniz est la sœur de Bartolomeu Perestrello, capitaine-gouverneur de l'île de Porto Santo, une île située à 43 km de Madère. Grâce à cette relation matrimoniale, Christophe Colomb entrera en contact avec des marins portugais qui, à l'époque, naviguaient déjà le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il se perfectionnera dans les sciences relatives à la navigation en se documentant grâce à des traités de géographie, notamment Imago Mundi, du cardinal français Pierre Dailly. C'est en 1492 que débutera l'histoire tant connue de Christophe Colomb avec la capitulation de Santa Fe, le plus grand accord entre rois et un particulier. La capitulation de Santa Fe est un contrat qui octroie à Colomb le titre de vice-roi et de gouverneur des territoires qu'il découvrira lors de son voyage vers les Indes. Elle fut signée le 17 avril 1492 dans la province de Grenade en Andalousie, dans la commune de Santa Fe entre Christophe Colomb et les rois catholiques Ferdinand II et son épouse Isabelle Ier. En août 1492, un escadre composé de 90 hommes et 3 navires quitte le port de Palos de la Frontera, à 616 km de Madrid. Après 36 jours en mer au lieu de 15 escomptés, c'est dans la nuit du 11 au 2 octobre que les navires accostent sur l'île de Guanahani. Après des échanges plus ou moins difficiles, notamment à cause de la langue parlée, c'est grâce à des signes que les Européens et les Indiens parviennent à communiquer en premier temps. Par la suite, Colomb tentera de les questionner au sujet du Grand Khan. Kubilai à l'époque.
et de son immense palais que l'explorateur Marco Polo raconte dans ses écrits. Mais les Indiens ne comprennent pas l'explorateur puisqu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Christophe Colomb attribuera cette ignorance à un manque de culture. Je leur ai montré des épées que, par ignorance, ils prenaient par le tranchant, se coupant. Afin qu'ils nous aient en grande amitié, j'ai donné à quelques-uns d'entre eux quelques bonnets rouges et beaucoup d'autres choses de peu de valeur, dont ils eurent grand plaisir. Mais Colomb raconte aussi la présence d'un autre groupe d'Indiens se trouvant sur une île située au sud-est, quant à eux hostiles, car protégeant un trésor que l'île renferme, de l'or. Moins une affirmation plus une hypothèse, il faudrait savoir que l'intégralité des descriptions que nous avons des Indiens de l'époque a totalement été rédigée de la main de Christophe Colomb à destination de la reine Isabelle Ier. Les théories stipulent que les descriptions étaient faites non pas comme un rapport d'expédition, mais plutôt comme un projet visant l'exploitation des terres découvertes. Les descriptions excessives de Christophe Colomb seraient une manœuvre pour emmener la reine Isabelle Ier à investir dans les prochains projets d'expédition afin d'établir des futures colonies sur cette terre fraîchement découverte. Les Espagnols débarquent avec une idée précise, prendre possession des terres et soumettre les Indiens. Dans son mémoire de 1494, deuxième voyage, Colomb écrit au roi catholique que malgré l'absence de grandes quantités d'or, la colonie pourrait être financée par la vente d'esclaves. L'idée d'assouvir les Indiens lui s'est revenue de son expérience avec les marins portugais qui pratiquaient la vente d'esclaves noirs à partir des comptoirs établis le long des côtes d'Afrique de l'Ouest. Tout comme les Africains, les Indiens sont éparpillés sur le continent et certains se font la guerre entre eux, ce qui favorise les Européens pour la vente d'armes sur le continent. On ne le précise pas souvent, mais une grande partie des esclaves achetés par les Européens étaient de familles royales, des prisonniers de guerre ou encore les nobles déchus, tous réduits en esclavage après la défaite d'une guerre. Loin d'une considération physique ou encore culturelle, Isabelle Ier considérait les Indiens comme étant des sujets espagnols. Christophe Colomb, quant à lui, considérant les Indiens comme des êtres sans identité, ce qui le poussera à essayer de convertir les Indiens au christianisme, non pour leur offrir une forme d'identité ou de civilisation, mais pour les asservir de manière pacifique, en les enseignant que dans certains cas, la condition d'esclave peut être appliquée. Son principal objectif est de survivre à cette rencontre. Il ne cherche pas à convertir les populations locales. Il veut prendre le contrôle. C'est comme ça que tout a commencé. Le philosophe grec Platon disait « L'esclavage n'a jamais été autant réussi que lorsque l'esclave pense que c'est pour son bien. » Les voyages de Colomb faciliteront l'organisation des colonisations et l'évangélisation du Nouveau Monde. Les chefs de ces expéditions seront appelés conquistadors, comme un certain Ponce de Léon. De ces expéditions naîtra le mythe des fameuses cités d'or, créant ainsi un engouement sans précédent en accentuant les expéditions à la recherche des fameuses cités. Les guerres à répétition et les maladies apportées par les Espagnols entraîneront la disparition des civilisations telles que les Aztèques, les Mayas ou encore les Incas. Aujourd'hui, les journalistes allemands Clemens Hughes et Klaus Birkenbaumer affirment dans leurs livres que Christophe Colomb ainsi que la plupart des premiers conquistadors ne reculèrent devant aucune méthode afin d'atteindre leur objectif, la colonisation du Nouveau Monde.